Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette fabuleuse journée très enneigée, ma foi, au Québec. Oui, je suis Marie-Soleil Gagné, directrice générale d'Accès Transport Viable. Puis ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour cette fabuleuse formation. Euh, pour rappel, Accès Transport Viable, ben, on est un organisme à but non lucratif. On existe depuis plus de 30 ans maintenant. On travaille dans le capital national et Chaudière-Appalaches. Et notre mission, c'est vraiment de défendre les droits des personnes qui utilisent les transports actifs et collectifs dans nos deux régions d'intervention. Et puis, bien évidemment, on fait la promotion de la mobilité durable à travers différentes campagnes, à travers des projets, des activités, etc. Mais on s'intéresse aussi à la question des environnements favorables à la pratique des transports actifs et collectifs. Donc, on accompagne régulièrement des petites municipalités, des établissements scolaires pour vraiment s'assurer que ces environnements-là viennent répondre aux besoins spécifiques de tous et de toutes dans le cadre de leur déplacement. Et puis, donc voilà. Vous devez peut-être vous poser la question, ah, c'est drôle, pourquoi Accès Transport Viable s'intéresse au harcèlement de rue? Ben, permettez-moi de faire un petit retour dans le passé pour vous expliquer un peu pourquoi on en est venu à s'intéresser à ça. Dans le fond, en 2019, le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale en 2019, on diffusé un état des lieux sur la mobilité des femmes qui rendait visible le fait que les femmes et les hommes ont des habitudes de déplacement qui sont différentes, mais aussi que certaines catégories de femmes ont des enjeux de mobilité. Euh, Bien entendu, ça a vraiment résonné chez nous parce que, bon, on est, excusez-moi, je vois, OK. Donc, il y aurait peut-être un petit enjeu technique. Je vais laisser ma collègue Marie-Gabrielle s'en occuper. Oui, donc ça nous a donné envie là, de travailler là-dessus, bien entendu, et on a fondé le projet Femmes et Mobilité avec le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale et le TRAC, qui est le collectif pour un transport abordable et accessible à Québec. On a fait plein de choses. On a fait une grosse revue de littérature pour vraiment bien se renseigner sur les enjeux vécus par les femmes dans une perspective intersectionnelle. Donc, on s'intéressait pas qu'aux femmes, puis on considère pas que c'est un bloc homogène. Au contraire, on essayait vraiment de s'intéresser aux enjeux vécus par les femmes dans toute leur diversité. Et puis, ça nous a donné l'occasion de rencontrer différents groupes de femmes, donc des femmes aînées, des femmes en situation de handicap, des jeunes femmes. Et puis, la question du harcèlement de rue revenait régulièrement en termes de freins dans les déplacements, dans le transport. Dès qu'on posait la question, avez-vous déjà vécu du harcèlement de rue, on se rendait compte que la vaste majorité des femmes, même aussi des personnes faisant partie de la diversité de genre et sexuelle, levaient la main et disait qu'il y avait des enjeux. Et donc, on a voulu investiguer en fait la question du harcèlement de rue à Québec et à Lévis aussi pour se rendre compte que il n'y a aucune donnée, il n'y a aucune enquête, il y a eu absolument aucun sondage. On s'est jamais intéressé finalement à la question du harcèlement de rue à Québec. On est chanceuse parce qu'on a vraiment pu compter sur la collaboration du CAF, le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, que ça fait plus de 10 ans qu'eux travaillent sur le sujet. Donc, on a mis en place un projet de recherche-action, le projet Vue sans peur, qui a été réalisé là, par mes collègues Annie Métivier-Hudon, Maëva Lucas et Morgane Boisseau. Puis, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de leur laisser la parole parce que on va parler d'environnements finalement favorables à, à renforcer le sentiment de sécurité et à lutter finalement contre ce phénomène complètement aberrant en 2025, soit dit en passant, du harcèlement de rue en 2025, sortir dans la rue, se promener en vélo, à pied, on devrait se sentir en sécurité. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse la parole, mesdames. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle conférence. Puis n'hésitez pas à poser des questions, bien entendu. On est là pour ça. Merci. Merci. Merci Marie-Soleil. Donc, je me présente rapidement, là, Annie Métivier-Hudon. Je suis chargée de projet chez Accès Transport Viable depuis 2 ans maintenant. Puis, j'ai été la chargée de projet là, sur le projet Rue sans peur. Puis aujourd'hui, je vais faire la présentation avec ma collègue Morgane qui a beaucoup collaboré avec moi là, aussi sur le projet Rue sans peur. Je vais la laisser se présenter aussi. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Morgane Bouesso, chargée de projet chez Accès Transport Viable depuis un peu plus de 2 ans aussi.
Ouais, presque trois, je pense. Oui, moi, je suis aménagiste de formation, puis je collabore beaucoup sur les projets d'inclusion chez Accès Transport Viable, donc comme Femmes et Mobilité et Rue sans peur, qu'on va vous présenter un peu plus en détail aujourd'hui. Donc voilà. Bon, Le plan de la présentation. Donc, au menu aujourd'hui, à propos de nous, ça c'est pas mal déjà fait. Ensuite, on va vous parler harcèlement de rue, sentiment d'insécurité. On va un peu définir c'est quoi ces concepts-là, puis on va vous présenter quelques résultats assez succincts. Parce qu'il faut savoir qu'on a tenu un autre webinaire la semaine dernière où on a présenté peut-être un peu plus en détail certains résultats, plus d'une perspective sociologique. Donc, sachez qu'il a été enregistré là si vous voulez le revoir. On vous présentera ensuite ben, les aménagements sécurisants et insécurisants qu'on a identifiés pendant notre recherche-action. On aura ensuite une partie sur ben, comment on fait pour aménager, pour favoriser des environnements, excusez, qui sont sécurisants, parce qu'on le verra, l'aménagement des territoires a un rôle à jouer pour favoriser le sentiment de sécurité. Ensuite, nous verrons ben, comment on peut se mettre en action, nous, individuellement, pour augmenter notre sentiment de sécurité. Puis c'est ça. C'est tout. Génial. Donc, je vais juste mettre la table, là, vous approfondir un petit peu ce qu'est le projet Rue sans peur. Donc, comme l'a introduit Marie-Soleil, le projet Rue sans peur est né de la volonté de mieux comprendre le phénomène du harcèlement de rue et du sentiment d'insécurité et de comprendre comment est-ce que ça avait une influence sur la mobilité, notamment comment ça pouvait être un frein à la mobilité. On a deux missions avec cette recherche-action-là. Premièrement, la recherche. Donc, c'est pour ça que depuis un an et demi, on a mis en place différentes techniques de collecte de données. On les a traitées, on les a analysées. On a lancé notre rapport il y a quelques mois. Donc, pour nous donner vraiment des données pour mieux comprendre le phénomène. Et la deuxième partie qui est plus dans l'action, donc de la recherche-action. Donc, on a mené des actions de plaidoyer, de sensibilisation aussi pour diffuser justement notre souhait de lutter contre le harcèlement de rue et contre le sentiment d'insécurité. La recherche en soi, donc, s'est tenue depuis environ un an et demi. On a organisé une dizaine de groupes de discussion avec des populations à risque, donc des populations qui sont considérées comme plus à risque de vivre du harcèlement de rue, ce qui a déjà été exploré par la littérature. Là, on parle notamment des jeunes femmes, des femmes racisées, des personnes en situation de handicap, des personnes de la diversité de genre, des personnes à faible revenu. Donc, on a mené 10 groupes de discussion avec ces populations cibles-là en non-mixité inclusive. On a aussi mené des marches exploratoires dans différents quartiers de la région, ce afin de comprendre qu'est-ce qui génère de la sécurité ou de l'insécurité, donc sur nos territoires, dans nos quartiers. Donc, on s'est vraiment baladé là, dans nos quartiers, puis on a regardé les environnements autour de nous et on s'est posé la question, là, qu'est-ce qui nous rend sécure ou insécure? On a ensuite lancé un questionnaire en ligne grand public qui était disponible là, durant plusieurs mois, pour lequel on a eu plus de 500 réponses. Puis, on a lancé un sondage léger là, vraiment pour aller chercher des données plus quantitatives sur le phénomène. On souhaite remercier nos partenaires qui nous ont épaulés, qui nous ont beaucoup conseillés dans le cadre de ce projet-là. Le Carrefour familial des personnes handicapées, le Carrefour d'action interculturelle, le Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec, la chaire Claire Bonenfant de l'Université Laval, Divergeur, la YWCA de Québec et nos 6 militantes et experts de vécu qui ont co-construit le projet avec nous depuis le début. On souhaite aussi remercier le secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec qui a soutenu financièrement le projet. Avant de commencer, on voulait faire un petit trauma-avertissement parce que pour vous prévenir, aujourd'hui, on va vous partager des témoignages et des données sur des violences sexistes et sexuelles, des violences racistes, capacitistes, transphobes, homophobes, classistes. Donc, juste un petit rappel puis un petit avertissement. Donc, prenez soin de vous. Il y a Marie-Gabrielle qui a partagé des ressources psychologiques dans le chat. Donc, c'est normal que ça puisse venir réveiller certaines émotions chez vous, ce qui va être présenté aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à consulter ces ressources-là, puis c'est ça, on va pouvoir commencer. Génial. On va commencer avec des petites définitions juste pour s'entendre là, sur le cadre conceptuel entourant notre recherche.
Premièrement, la définition du harcèlement de rue. Nous, on réutilise vraiment une définition qui a été construite par le CEAF, le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal. On considère donc, tout comme elle, que le harcèlement de rue, c'est une forme de violence qui est commise par une personne inconnue, donc pas un collègue, pas un ami lointain, pas un voisin, vraiment une personne qu'on ne connaît pas du tout, sous la forme de propos ou de comportements qui doivent être à la fois intrusifs, donc entrer dans la bulle, dans sa bulle personnelle, là, son espace personnel, dégradant, donc porter atteinte à la dignité, et non sollicité, donc être non souhaité dans un lieu public. Un lieu public, c'est tout ce qui n'est pas vraiment un espace privé, là, donc autant la rue, un parc, l'autobus, un bar, centre commercial, bibliothèque, université, etc., etc. Tout ce qui est un espace public entre dans cette définition. On a aussi un deuxième concept qui est un peu plus subjectif, là, le sentiment d'insécurité, que nous on définit vraiment comme ce jugement du niveau de sécurité qui est offert par un environnement. Ce jugement-là va découler de différents éléments de sécurité ou d'insécurité qu'on va reconnaître dans le territoire. Et notre jugement de si ces éléments-là sont sécuritaires ou pas, ça va vraiment être construit par rapport à notre imaginaire personnel et par rapport à nos expériences personnelles. Donc, un jugement là, qui va découler de notre éducation, du discours ambiant et de plein d'autres facteurs qui vont venir générer cette sécurité ou cette insécurité-là. À noter aussi que ce sentiment d'insécurité est toujours lié à notre propre vulnérabilité, à notre propre sentiment de vulnérabilité, ce qui va changer en fonction de notre état de santé, en fonction de notre forme physique, en fonction de la présence d'un handicap ou pas, même en fonction de si c'est une bonne journée ou pas pour nous, si on se sent en forme cette journée-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fluctue et on l'a vu que le sentiment d'insécurité, même chez une personne, là, peut fluctuer dans un lieu, dans un intervalle de quelques jours, là, en fonction de différents facteurs. Troisième et dernier concept, ici. Oui, l'intersectionnalité. Donc, nous, notre recherche s'inscrit dans une perspective intersectionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que au-delà du genre, on a pris en compte d'autres facteurs identitaires qui vont se croiser avec l'identité de genre, puis qui vont venir multiplier les effets de discrimination, puis les possibilités de vivre du harcèlement de rue ou de l'insécurité. Donc, en plus du genre, on s'est intéressé à l'âge, à la situation de handicap, à l'orientation sexuelle, à l'origine, etc. Donc, ce qu'on verra, en fait, c'est que le harcèlement de rue, ça peut toucher tout le monde, mais qu'il y a certaines personnes qui sont plus à risque que d'autres que de vivre du harcèlement de rue. Donc, notamment les personnes qui sont situées à la croisée des oppressions, donc sur cette rosace de l'intersectionnalité qu'on voit ici, des personnes qui sont situées à la croisée de différentes formes d'oppression, comme par exemple une femme en situation de handicap, en situation de précarité, etc. Ben ça va venir renforcer les risques de subir du harcèlement de rue. Puis très rapidement, concrètement, comment ça s'est traduit dans notre recherche? Ben, on a utilisé l'ADS+, l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle, qui est un outil d'analyse qui nous a permis, dans le traitement des données et dans l'analyse des données, de différencier selon une multitude de facteurs identitaires. Voilà pour ça. Génial. Oui. Et donc, selon cette théorie-là aussi, nous, on considère que le harcèlement de rue s'insère dans un continuum de violence qui agit comme un mécanisme de domination, une forme de contrôle, donc des personnes qui harcèlent sur les personnes harcelées, et que le harcèlement de rue donc agit comme une forme de rappel aux victimes de leur propre vulnérabilité et de la position de pouvoir des personnes qui les harcèlent. Donc, c'est un corpus théorique qui a été construit par différentes académiciennes là, sur le sujet du harcèlement de rue, et on a adopté justement cette posture-là dans notre recherche aussi. On va On- se pencher. Oh, excusez-nous. On serait rendu à la présentation des résultats. Donc, c'est ça, on va vous présenter un peu les résultats sur le harcèlement de rue, puis on saute directement. C'est parti. Oui, génial. Quand on parle de harcèlement de rue, donc dans le capital national, il y a le spectre du genre qui vient apporter une certaine distinction. Donc, selon les données donc, du sondage léger, ce sont 64% des femmes de la région qui ont déjà été victimes de harcèlement de rue au moins une fois dans leur vie et 58% des hommes. Euh,
On va pas détailler ces statistiques-là aujourd'hui. On le fait dans le cadre de notre précédent webinaire. On vous invite à aller l'écouter. Mais rapidement, ce qu'on a remarqué, c'est notamment que les femmes sont plus souvent sujettes à être victimes de harcèlement de rue à caractère sexiste et sexuel, alors que les hommes vont plus souvent être victimes de harcèlement de rue à caractère haineux. Euh, donc, ce qui va vraiment teinter l'expérience là, du harcèlement de rue. L'aspect répétitif aussi semble être un élément qui est plus vécu par les femmes. Euh, Sinon, quand on pense au sentiment d'insécurité aussi, là, qui est le deuxième concept qu'on a étudié dans le cadre de cette étude-là, il va y avoir une distinction aussi de genre. Puis là, donc, et de genre et en fonction de l'expérience qu'on a déjà fait de harcèlement de rue. La question donc qu'on posait, c'est si vous aviez un sentiment de sécurité faible durant les déplacements à pied le soir dans votre propre quartier. Dans le grand public, ce sont 34 des femmes et 10 des hommes qui ont dit avoir un sentiment de sécurité faible durant leurs déplacements à pied le soir dans leur propre quartier. Quand on interroge les personnes qui disent avoir déjà été victimes de harcèlement de rue dans les 5 dernières années, la proportion presque double. Donc, on est à 54 des femmes et 20 des hommes. Donc, on voit qu'il y a vraiment une corrélation claire entre le fait d'avoir déjà été victime de harcèlement de rue et le sentiment d'insécurité qu'on a par la suite. On On- serait rendu aux aménagements sécurisants et insécurisants parce que, comme l'expliquait Annie, on a fait de nombreuses marches exploratoires dans plusieurs quartiers de Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Donc, on va vous présenter un peu qu'est-ce qui est ressorti de ces marches exploratoires-là, c'est quoi qui a été jugé comme sécurisant ou insécurisant par les personnes participantes. Donc, si on commence tout de suite par le négatif, pour finir sur une note positive, après, on va être dans les types d'environnements qui ont été considérés comme insécurisants. Puis, ce qui est revenu en premier, c'est vraiment l'éclairage insuffisant. Donc, la noirceur, le fait que l'éclairage, d'avoir des coins sombres, etc. Donc, l'insuffisance de l'éclairage, c'est vraiment un des éléments qui était le plus insécurisant. Ensuite, on avait l'absence d'animation, donc être dans des endroits qui semblent déserts, peu animés, peu habités, avec peu de commerce, etc. Ça venait vraiment insécuriser les participantes. Il y avait aussi la présence de cachettes. Le fait de, quand on se déplace, d'avoir des petits recoins sombres, d'avoir des choses qu'on associe à des potentielles cachettes parce que ça nous obstrue la vue. Donc, un petit arbuste, des bennes à ordures, même des voitures dans un stationnement, ça peut être des potentielles cachettes. Donc, ça vient insécuriser les personnes qui se déplacent à pied. Il y avait aussi le phénomène de l'absence d'échappatoire, se sentir coincé, qu'on ne puisse pas s'échapper, donc ce qu'on appelle aussi entre nous l'effet tunnel. Donc, quand on est dans un tunnel, on s'embarque dans le tunnel, puis on est pas mal coincé dans ce type d'infrastructure-là. On a la même chose, par exemple, à Québec, dans les escaliers qui relient la Haute-Ville et la Basse-Ville. Une fois qu'on est dans l'escalier, ben, on a peu d'échappatoire. Si on voulait échapper à une situation, on aurait peu de possibilités de s'échapper. Il y avait aussi l'isolement, donc en lien avec aussi l'absence d'animation, le fait d'être dans un endroit isolé, peu dense, peu animé, peu habité, ça vient renforcer l'insécurité. Il y avait aussi tout ce qui était en rapport avec les infrastructures piétonnes, le mauvais état des infrastructures piétonnes, donc avoir des trottoirs qui sont abîmés avec des craques, etc. Ça vient insécuriser parce que d'un côté, ça montre qu'il n'y a pas vraiment d'une communauté qui prend soin de ce lieu-là. Puis aussi, ça vient empêcher les possibilités de s'échapper. Tu sais, ça paraît bête à dire, là, mais c'est plus difficile de courir sur un trottoir qui est mal entretenu, où il y a des craques, etc. Surtout si on se déplace, par exemple, avec une aide à la mobilité. Donc, ça peut être très insécurisant. Pareil pour la saleté ou le mauvais état en général, puis c'est en lien avec l'autre point qui est l'absence d'un sentiment de communauté. Donc avoir des endroits qui manquent un petit peu d'amour, qui sont sales, il y a des présences de graffiti haineux ou ce genre de choses, mais c'est un signe qu'il n'y a pas une communauté bienveillante qui prend soin du lieu et donc ça peut venir créer un sentiment d'insécurité chez les personnes.
Puis enfin, les aménagements qui privilégient plutôt la circulation automobile. Ça, c'est quelque chose qui a été jugé insécurisant aussi parce que des aménagements qui ne sont pas forcément à échelle humaine, le fait que si on veut avoir accès à de l'aide, si c'est des personnes qui sont dans une voiture semblent moins accessibles pour aller demander de l'aide potentiellement. Donc ça a été identifié comme insécurisant. Si on passe à la suite, ben, on voulait vous donner un petit exemple d'un lieu insécurisant, à quoi ça peut ressembler. Ben là, on a ce petit tunnel sous le pont ferroviaire de Limoilou. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui le reconnaissent, mais c'est pas mal une belle petite checklist d'environnements qui peuvent être insécurisants. Donc, comme vous le voyez, l'éclairage est très faible. On a un éclairage vraiment insuffisant. Il y a une étroitesse au niveau du trottoir, de la voie, puis ça, on va voir que c'est super important parce que quand on a un trottoir étroit, quand on a une voie très étroite, ben, on est sans cesse en train de négocier son espace avec des personnes inconnues. Donc, se tasser sur le côté, etc. Puis ça peut créer des formes de conflit dans l'usage, puis ça peut être propice à des situations de harcèlement de rue, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est à noter dans les aménagements insécurisants. On a aussi un endroit où absence totale d'animation, c'est isolé, il n'y a pas d'échappatoire, là, on est vraiment dans un effet tunnel. Et aussi, on a une forme de mauvais état et de saleté des infrastructures. Donc, on voit que c'est un endroit qui manque un petit peu d'amour, il y a un petit graffiti, etc. Donc, il y a aussi des petits recoins, c'est très sombre. Donc, on a un bel exemple d'un lieu insécurisant. Oui, heureusement, il existe des lieux ou des types d'environnements qui, eux, vont générer de la sécurité. Et c'est la bonne nouvelle parce que la liste est un petit peu plus longue. Donc, c'est un petit peu une liste solutions aussi, une liste pour améliorer le sentiment de sécurité. En tout premier point, c'est l'animation. Ça, c'est intéressant parce que quand on parlait d'environnement insécurisant, on parlait avant tout de l'éclairage, mais quand on parle d'environnement sécurisant, c'est l'animation qui nous a été le plus nommée. Et là, petite précision méthodologique aussi, la proportion de personnes répondantes, tu sais, on voit que l'animation, on est à 16-17. C'est vraiment les gens qui ont lié directement le fait qu'il y ait de l'animation à un sentiment de sécurité. Donc, qui ont associé les deux ensemble sans qu'on leur ait demandé quoi que ce soit. Donc, l'animation, justement, va générer de la présence de témoins, va générer la présence d'accès à de l'aide alentour de soi, ce qui génère de la sécurité. On a vu aussi que l'animation sans mixité de population est souvent moins sécurisant. Donc, vraiment, cet élément-là, là, qu'il y ait une diversité de population notamment des familles, des personnes aînées, des personnes de la diversité qui viennent vraiment amener cet élément de diversité-là, augmenter le sentiment de sécurité générale. L'éclairage, donc d'avoir un éclairage qui est chaleureux, qui est continu aussi, donc sans espace d'ombre, a été très nommé. Le sentiment de communauté aussi, parce que quand on sent justement qu'il y a une communauté qui veille sur les autres, ça crée ça crée de la sécurité. Et ça se voit dans le territoire, là, un sentiment de communauté à travers de l'art urbain, des décorations, des fois juste des croque-livres ou des petits éléments sur le territoire comme ça, ponctuels, peuvent vraiment avoir une grande différence. Le fait qu'il y ait des commerces ouverts aussi qui peuvent agir comme oasis refuge en cas d'insécurité. Des fenêtres sur la rue. Donc ça, c'est le fait qu'il y ait des fenêtres avec des gens derrière qui peuvent voir ce qui se passe sur la rue. Donc quand on est dans l'espace public sur la rue, on sent qu'on peut être vu par les personnes qui sont dans les bâtiments autour de nous. Des lieux qui sont conviviaux pour les piétons, donc à la fois pour avoir une plus grande diversité de voies qu'on peut possiblement emprunter, et aussi parce que ça crée de l'animation en soi, là, donc quand c'est convivial de l'art ou des décorations qui vont venir générer encore ce sentiment de communauté-là et ce sentiment que il y a des gens qui prennent soin du lieu, il y a des gens qui veillent sur le lieu, donc il y a possibilité de faire l'association là, que si des gens veillent sur le lieu, ben, il y a des gens qui veillent sur les gens qui occupent le lieu, donc des gens qui pourraient veiller sur nous, individus qui transitons par ce lieu. C'était vraiment le fun, l'aspect décoration, parce qu'on a fait quelques marches exploratoires juste avant Noël
Puis il y avait comme des lumières colorées partout. Puis il y a vraiment beaucoup de gens là, qui nous ont dit que des lumières de Noël, spécifiquement, ça augmentait leur sentiment de sécurité. Donc c'était le fun de le savoir. Une circulation automobile élevée aussi peut augmenter le sentiment de sécurité parce que ça amène des témoins potentiels. Des larges voies de circulation, comme on le dit, des fois, l'étroitesse des voies fait en sorte qu'on doit négocier l'espace avec des inconnus, ce qui peut être insécurisant. Des arbres et des espaces verts pour l'aspect esthétique et apaisant de ces éléments-là. Des arrêts d'autobus parce que ça amène l'idée qu'il y a un autobus qui va arriver dans les prochaines minutes, heures, et ça peut être, ça peut être sécurisant de savoir qu'il y a un autobus bondé de gens avec un chauffeur à son bord qui va être présent sur le territoire. Une vue dégagée, donc encore pour bien voir autour de soi et pouvoir prévenir des potentielles expériences de harcèlement de rue. L'esthétique élevée aussi. La lisibilité du territoire, ça on va le voir plus loin aussi, là, c'est le fait de pouvoir bien comprendre où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on peut aller sur le territoire, ce qui ouvre la voie à ne pas se perdre et pouvoir bien s'échapper aussi. Euh, Ce qui augmente encore le sentiment de sécurité. Sinon, des caméras et des boutons d'urgence ou des téléphones d'urgence, donc qui viennent amener ce sentiment-là de sécurité. Euh, on a fait l'expérience avec les modes de transport aussi. Je vais laisser ma collègue Morgane. Oui, c'est ça. Il y a des types de modes de transport qui ont été jugés comme plus sécurisants que d'autres. Donc là, on a fait une petite distinction entre le jour et la nuit. Puis ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit que marcher avec un outil d'aide au déplacement, c'est un des modes de transport qui a été nommé comme le plus insécurisant, que ce soit de jour comme de nuit. Donc on se doute que c'est en lien avec aussi l'absence d'accessibilité universelle des infrastructures. Puis ça nuit à la capacité à pouvoir s'échapper rapidement d'une situation à laquelle on voudrait s'échapper. On voit aussi que la marche a été jugée quand même très insécurisant, en particulier la nuit, mais aussi le transport en commun, c'est quelque chose qui est revenu aussi plus la nuit. Il y a une chose qui est intéressante aussi à noter, c'est le vélo. C'est quand même assez important dans les modes de transport qui sont insécurisants, particulièrement la nuit, mais aussi le jour, chez les femmes comme chez les hommes, comme chez les personnes trans également. Ça peut être en lien finalement avec le harcèlement de rue anticycliste qui peut être subi, mais c'est aussi en lien avec une forme de survisibilité dans l'espace public. Quand on est à vélo, on est plus visible, donc ça peut venir insécuriser et vulnérabiliser dans l'espace public. Paradoxalement, on nous a aussi nommé que le vélo pouvait être considéré comme plus sécurisant parce que ça permettait de fuir plus rapidement une situation ou passer plus rapidement à travers un environnement qu'on considère insécurisant, ben, on va un petit peu plus vite à vélo, donc ça nous permet d'y échapper assez rapidement. Puis, ce qu'on note aussi, c'est que la voiture, c'était très peu considéré comme quelque chose d'insécurisant, puis ça semble même être quasiment une stratégie pour se sécuriser parce que ça offre une forme de protection physique dans l'habitacle de la voiture. Oui. Euh, on va voir rapidement quelques impacts du harcèlement de rue et du sentiment d'insécurité parce que, on le sait, ça peut avoir vraiment des conséquences non négligeables sur le bien-être, sur la santé des personnes qui en sont victimes. Ici, premièrement, des données là, qui nous sont issues de notre sondage léger. Chez les personnes qui ont vécu une expérience ou plus de harcèlement de rue, euh, 18% des femmes et 7% des hommes ont mentionné avoir un sentiment d'insécurité accru dans un espace public ou dans des espaces publics. 17% des femmes et 11% des hommes ont mentionné ressentir de l'anxiété. 17% des femmes et 10% des hommes une diminution de l'estime personnelle. Et 15% des femmes et 7% des hommes ont mentionné avoir carrément là, une perte de confiance envers les inconnus aussi. Donc, c'est des éléments qui sont qu'on doit prendre en compte là, nécessairement. Plusieurs personnes aussi ont mentionné avoir souffert de dépression, d'un syndrome de stress post-traumatique ou d'une blessure physique après avoir été victime de harcèlement de rue. Ce qui, en termes de santé publique, là, est non négligeable aussi. Ça, c'est les données qu'on a recueillies là, dans le cadre de notre sondage léger. Dans le cadre de notre
recherche vraiment dans notre questionnaire qu'on a lancé nous-mêmes. Il y a une panoplie de conséquences supplémentaires qui nous ont été nommées. On n'en fera pas la liste, mais si vous voulez aller écouter encore notre webinaire de la semaine dernière, on aborde un peu plus le sujet. Une des conséquences, en fait, une des conséquences qui est à la fois une stratégie là, que les personnes utilisent pour se sentir plus en sécurité, je vais laisser ma collègue Morgane vous la présenter. Oui, c'est ça, une des conséquences les plus dramatiques de subir du harcèlement de rue, c'est finalement les personnes qui s'empêchent de se déplacer. Donc, une des stratégies qui est mise en place pour éviter de vivre de l'insécurité ou du harcèlement de rue, c'est tout simplement de ne pas sortir. Et ça, c'est une conséquence assez dramatique. On voit que c'est 22% des hommes, 12% des hommes qui ont déjà, 22% des femmes, 12% des hommes qui ont déjà déclaré s'être empêchés de se déplacer. Mais chez les personnes qui ont déjà été victimes de harcèlement de rue dans les 5 dernières années, ben, cette statistique explose. C'est 75% des femmes, 55% des hommes. Donc, on voit que le fait de subir du harcèlement de rue, ça a un impact direct sur la mobilité des personnes, puis ça a un impact sur le droit à la mobilité, parce que quand on s'empêche de sortir, ben, c'est beaucoup de choses, beaucoup de droits fondamentaux qu'on ne peut pas assouvir, comme le droit à l'emploi, le droit de vivre une vie citoyenne et sociale épanouie, de reprendre des cours du soir, il y a tout un tas de panoplies d'activités qu'on ne peut pas réaliser parce qu'on s'empêche de sortir par peur de vivre du harcèlement de rue. Puis c'est un des impacts les plus tragiques. Puis on comprend l'impact direct sur la mobilité ici de la situation de harcèlement de rue. Oui, c'est toujours moi, hein. Les modes de transport utilisés pour se sentir en sécurité. Oui, on voit qu'il y a des modes de transport aussi, comme les stratégies que les personnes vont employer, c'est de voir quel mode de transport on va éviter, quel mode de transport on va privilégier. Mais ce qu'on voit, c'est que la marche, le transport en commun, c'est des modes de transport qui vont être beaucoup évités, en particulier à la nuit tombée. Et on voit que la voiture, donc tout en bas ici, c'est vraiment le mode de transport qui va être privilégié. Donc, une des stratégies pour augmenter son sentiment de sécurité, c'est d'utiliser la voiture. Puis on voit que les solutions comme le taxi ou les Uber ou ce genre de choses sont pas forcément toujours privilégiées, notamment chez les personnes trans. Puis ça, on peut l'identifier comme ben, la peur de subir de la transphobie ou des violences par la personne conductrice. Donc, il y a plusieurs stratégies comme ça qui sont développées, puis ça va avoir un impact sur la possibilité d'adopter des modes de transport durables. Mhm. Oui, parce que ça nous a été beaucoup répété justement là, l'utilisation de la voiture comme une stratégie pour se sentir plus en sécurité. C'est une donnée qu'on doit prendre en compte là, dans la transition vers des mobilités plus durables parce que nécessairement le sentiment d'insécurité pousse des gens à utiliser leur voiture. Euh, Premièrement, dans l'optique de cette transition vers la mobilité durable, on doit prendre en compte ce sentiment d'insécurité-là et on doit prendre en compte aussi que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir une voiture pour se déplacer, que ce soit pour des raisons financières, pour des raisons de capacité, pour des raisons d'âge. Donc, à garder en tête toujours. On a d'ailleurs une citation d'une participante là, à l'une de nos marches exploratoires qui nous dit là, donc à Québec, ses expériences vécues ont fait en sorte qu'elle a eu de la difficulté à reprendre l'autobus. Donc, elle aimerait ça, pouvoir intégrer une façon écologique et économique de se déplacer. Mais pour elle, c'est un réel défi parce que de se promener à pied seule, elle ne se sent pas en sécurité. Donc là, il y a vraiment l'aspect justement frein à la mobilité durable, frein à la marche, frein au déplacement en autobus qui sont vécus en raison de ce sentiment d'insécurité-là. Euh, puis, ça a des impacts sociologiques aussi importants là, que les personnes ressentent de l'insécurité, s'empêchent de se déplacer ou changent leurs habitudes de transport aussi, là. Ici, c'est une citation là, issue de la littérature académique où on peut lire que les stratégies qui impliquent une modification du comportement sont coûteuses pour le bien-être et la qualité de vie, car les personnes justement qui utilisent ces stratégies-là se limitent à des activités qui ont lieu à des heures et à des endroits qui les sécurisent et se privant donc d'une multitude d'opportunités, que ce soit en termes d'emploi, de formation, d'engagement politique, communautaire, etc. Ces précautions restreignent les activités
principalement des femmes, mais on le sait, c'est toutes les personnes là, qui vivent avec, avec des axes ou sous des axes d'oppression ou qui vivent avec des facteurs de discrimination qui peuvent vivre ces réalités-là et donc mener à un retrait de la vie publique. Euh, il y a des solutions qui existent. On a élaboré des petites fiches de recommandations justement pour pouvoir créer des environnements qui sont plus sécurisants. On les a listés là, sous la forme de recommandations. Euh, la première d'entre elles étant, Oui, puis c'est ça. Avant ça, juste pour préciser que ben, le sentiment de sécurité, c'est pas forcément une responsabilité individuelle. Puis je pense qu'on commence à le comprendre ici, c'est que ça peut être assumé collectivement via la planification urbaine, via l'aménagement du territoire. Donc c'est pas une fatalité et l'aménagement du territoire a vraiment un rôle à jouer pour lutter contre le sentiment d'insécurité. Mais on se rend compte que la prise en compte du sentiment de sécurité dans la planification urbaine, c'est encore quelque chose qui est rare. Donc, d'où l'importance de prendre en compte le savoir expérientiel des personnes. Puis, il y a tout un travail qui a été fait par les géographes et les urbanistes féministes qui ont justement valorisé ce savoir expérientiel, notamment des femmes, pour faire émerger des grands principes de l'aménagement plus sécuritaire. Puis, c'est quelques-uns de ces grands principes-là qu'on va vous présenter aujourd'hui, croisés aussi avec ce que nous, on a retrouvé dans notre recherche. Donc, un des grands principes pour favoriser des aménagements qui sont sécurisants, c'est la covisibilité. Donc ça, c'est une clé très importante. C'est quoi la covisibilité? Ben, c'est tout simplement le fait de voir, mais aussi d'être vu. Donc, ça englobe plein d'aspects, notamment l'éclairage. On veut améliorer et multiplier les sources d'éclairage. On veut limiter tout ce qui va obstruer la vue, donc toutes les cachettes potentielles dont on parlait tout à l'heure. Puis, on veut multiplier aussi les fenêtres sur la rue. On peut les appeler aussi les yeux de la rue. C'est ce que Annie nous parlait tout à l'heure aussi, d'avoir quelqu'un derrière sa fenêtre. On sent qu'il y a une forme de contrôle social finalement avec toutes ces fenêtres des immeubles qui donnent l'impression qu'on a une communauté qui veille sur nous. Donc, c'est ça la covisibilité, voir et être vu. Puis, sur la question de l'éclairage, ben, on se dit, il faut pas forcément éclairer plus, mais il faut éclairer mieux. Puis, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec l'éclairage. On vous a mis un petit exemple ici du tunnel Ruche d'abeilles en Suède. Mais pour vous montrer que c'est important avec l'éclairage déjà, de cibler les lieux qui sont anxiogènes. On voyait tout à l'heure le tunnel à Limoilou. Ici, on a un autre exemple de qu'est-ce qui peut être fait. Tu sais, c'est des infrastructures, parfois, on doit les faire, des tunnels, des escaliers, mais ça n'a pas forcément... Avec l'éclairage, on peut vraiment jouer avec la lumière pour créer des ambiances, puis avoir un éclairage qui soit à échelle humaine, puis avoir des dispositifs ludiques et artistiques pour venir créer cette ambiance chaleureuse. Donc ici, on a un bel exemple d'éclairage uniforme, une ambiance qui est chaleureuse, une absence de cachette. On voit vraiment où on s'en va, puis ça donne un sentiment de sécurité plus grand. Donc voilà pour le côté éclairage. Il y a un autre grand principe qui est, Annie, ah la oui, oui, couleur. le deuxième grand principe, la coveillance, donc ça fait partie de nos co-visibilité, coveillance. Coveillance, qui est un concept qui a été développé par Jane Jacobs et qui réfère vraiment au fait que collectivement, là, dans la communauté, chaque personne veille sur les autres, ce qui fait en sorte que à travers ce sentiment de communauté-là vient le sentiment que s'il nous arrive quelque chose, les autres vont être présents et disposés à nous venir en aide. Donc, ce sentiment-là que quand on est sur un territoire, qu'il y a de la coveillance peut être amené directement là, par le territoire, que ce soit par des environnements animés. On en a parlé tout à l'heure, là, c'était le premier élément qui venait générer un sentiment de sécurité, le fait qu'il y ait des personnes autour, spécifiquement une diversité de types de population qui occupent l'espace public. Carrément là, de renforcer le sentiment de communauté aussi, que ça peut se faire par différentes façons, là, on va les explorer tout à l'heure, mais vraiment ce sentiment de communauté-là, quand il est partagé, ça augmente le sentiment de sécurité. Puis d'assurer un accès à de l'aide en tout temps, que ce soit justement par des commerces qui sont ouverts, que ce soit par
des fenêtres sur la rue, quand on sait qu'il y a un sentiment de communauté, justement, qu'on peut avoir accès à de l'aide, même quand on souhaite demander à des inconnus, par exemple, de sentir que des personnes vont nous venir en aide, ça augmente le sentiment de sécurité. On va se pencher spécifiquement sur l'animation des espaces urbains, qui est vraiment comme un des éléments les plus importants pour générer de la sécurité. Euh, Quand on parle d'environnement animé, des commerces qui sont ouverts tard, des commerces qui vont être considérés comme des oasis de sûreté, mais qui vont aussi amener des personnes à s'y déplacer. Donc, ça va redonner une raison à plusieurs personnes de se promener la nuit tombée, ce qui va créer là, de l'animation en soi. Des aménagements piétonniers et cyclables conviviaux pour encore générer du passage, générer des témoins dans les différents lieux du territoire. Euh, la mixité des fonctions aussi, une influence continue, ça c'est un élément assez fondateur parce que il y a beaucoup de territoires où il y a de l'animation, il y a des gens, il y a de la vie, mais seulement à certains moments du jour. Notamment, on parlait du campus, de certains campus universitaires où il peut y avoir justement de l'animation seulement sur les heures de cours. Certains centres financiers ou centres un peu plus liés à une fonction d'employabilité où il va y avoir, après à 5-6 heures, là, quand justement les gens vont repartir à la maison, ça va être des quartiers qui vont être beaucoup plus déserts. Donc vraiment, mixité des fonctions. On parle aussi, tu sais, des fois d'espaces résidentiels où justement tout le monde est dans sa maison et personne ne va sortir parce il y a très peu d'éléments qui peuvent expliquer un déplacement ou qui peuvent générer un déplacement dans leur quartier. Donc vraiment, la mixité des fonctions pour générer de l'animation est essentielle. Sinon, des lignes de transport en commun qui sont fréquentes et accessibles. Encore, la présence de plusieurs personnes dans un autobus ou dans un métro, ça va générer de l'animation et ça va offrir un échappatoire aussi. En sachant qu'on peut quitter rapidement un lieu à travers cette stratégie-là. On a un petit exemple positif ici de rues qui font la différence quand on parle d'artères commerciales. Nous, c'est notamment un élément qui nous a été beaucoup rapporté là, par les personnes participantes à notre recherche, que énormément de gens font des détours pour pouvoir passer sur ces rues parce que ce sont des rues qui génèrent beaucoup de sécurité. Donc, plusieurs quartiers centraux ont ce genre de rues-là. Et on voit là, ça attire beaucoup de gens qui les utilisent justement pour l'animation qu'elles procurent. Mais pour d'autres raisons aussi, là, souvent, ce sont des rues qui sont bien éclairées, qui accueillent des commerces qui sont ouverts jusque tard le soir, qui sont conviviales aussi pour les personnes à pied, ce qui va générer encore de l'animation piétonne. Il y a parfois aussi des décorations là, qui sont associées avec des identités urbaines dans différents quartiers. Et on l'a vu, les décorations augmentent le sentiment de sécurité. Puis, ce sont souvent aussi là, des rues qui sont traversées par des lignes de transport en commun. Euh, Ici, un autre élément encore de la coveillance, c'est de renforcer le sentiment de communauté. Puis ça, on peut encourager justement ce sentiment de communauté-là à travers à travers le fait de tenir des activités citoyennes et communautaires, à travers des œuvres d'art et des décorations, des murales, par exemple, en peinture, des décorations du style, des fois, il y a des petits jardins partagés ou des décorations ou des dessins même faits par des enfants. On a vu que ça augmente beaucoup le sentiment de sécurité des personnes qui les voient. Donc, de multiplier ce genre d'initiatives augmente le sentiment de sécurité. Puis, donc, la propreté et l'entretien des infrastructures, ça, c'est un élément essentiel aussi pour avoir cette impression-là, justement, et avoir ce sentiment-là que le lieu
et qu'il y a des gens qui veillent sur le lieu, qu'il y a des gens qui s'occupent du lieu. Et donc, nécessairement, s'il y a des gens qui sont là pour veiller et s'occuper du lieu, ben, en tant que personne qui l'occupons, on est en droit d'avoir l'impression que les gens vont bien nous traiter aussi et vont être présents s'il nous arrive une situation de harcèlement. Euh, on a ici encore un petit exemple des projets qui font la différence. Et là, on a nommé les ruelles vertes. Les ruelles sont traditionnellement des lieux qui peuvent générer de l'insécurité parce que justement, elles sont isolées, elles sont mal éclairées, il n'y a aucune fenêtre qui donne sur ces lieux-là. Donc, de se les approprier pour créer des ruelles vertes, ça va vraiment complètement changer l'ambiance de ces lieux-là. Ça va augmenter le sentiment de communauté, notamment. Le fait qu'il y ait de l'art, des décorations. Si on voit une murale, ça va encore offrir cette impression-là qu'il y a des gens qui veillent sur le lieu. C'est souvent des ruelles qui, puisqu'elles se sont fait approprier par des citoyens, elles vont être bien entretenues et il va y avoir des éléments esthétiques qui vont être présents aussi. C'est des lieux qui vont être plus souvent animés aussi et parfois même le soir, il va y avoir, tu sais, il y a plus souvent des fêtes de quartier, il y a plus souvent des jeux d'enfants dans des ruelles vertes que dans les ruelles traditionnelles. Puis, c'est des lieux aussi où si elles se font approprier, les gens vont avoir plus tendance justement à occuper leur balcon justement qui donne sur cette ruelle-là et à être à l'affût aussi de ce qui se passe dans leur ruelle, donc à être plus disposés à porter secours à quelqu'un qui serait en difficulté. Euh, le troisième élément pour favoriser des environnements sécurisants. On parle ici de faciliter le déplacement et je vais laisser ma collègue Morgane. Oui, faciliter les déplacements, ben, ça passe par plusieurs choses. Déjà, garantir une lisibilité du territoire, mais aussi une prévisibilité du territoire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, c'est avoir la capacité de se situer sur le territoire, de s'orienter facilement. Puis ça passe par une signalétique à l'échelle humaine ou à l'échelle cycliste. Ça passe par le fait d'avoir une trame qui soit perméable, qui soit assez compréhensible, le fait qu'on puisse facilement s'engouffrer dans une rue, prendre un sentier, prendre un chemin, mais savoir s'orienter dans son espace, ça, c'est quelque chose que l'aménagement du territoire peut venir améliorer et renforcer. Donc, c'est deux concepts qui sont super importants pour faciliter ces déplacements, puis pour favoriser ce sentiment de sécurité parce que on a un sentiment de contrôle sur la façon dont on va s'orienter dans la ville. Puis ça permet que si on subit une situation de harcèlement de rue ou si on est dans un endroit qui nous insécurise, ben, on va savoir exactement où aller, quoi faire et comment échapper le plus rapidement à cette situation. Puis un autre exemple de la prévisibilité, c'est aussi, on le voyait beaucoup dans notre recherche, c'est que les lieux d'attente, comme les arrêts d'autobus, c'est des lieux qui sont très anxiogènes parce que on est plus vulnérable à subir, par exemple, une situation de harcèlement de rue parce qu'on est statique dans l'espace public. Mais être à un arrêt de bus puis avoir un petit écran numérique qui nous dit, ben mon bus, il arrive dans 3 minutes, ben ça, c'est de la prévisibilité. On sait qu'il y a un autobus qui va arriver, c'est quelque chose qui est rassurant, on est plus en contrôle sur la façon dont on va se déplacer. Donc, c'est ça. Il y a aussi assurer la présence d'échappatoire, mais je pense qu'on va y revenir après, si je me trompe pas. On va approfondir, oui, cette notion-là. Euh, Dans l'aspect de faciliter les déplacements aussi, tout ce qui est en lien encore avec la lisibilité et la prévisibilité du territoire, dans notre section détails qui font la différence, on a nommé les espaces qui sont dédiés à chaque mode de transport. Il y a énormément de situations de harcèlement de rue qui nous ont été transmises qui rapportaient à des conflits d'usage entre différents usagers, usagères de la route qui utilisaient différents modes de transport parce que parfois c'est peu clair où est-ce que les gens se déplacent. Quand on parle, tu sais, entre automobilistes et piétons, entre cyclistes et automobilistes, etc., etc., ça peut mener à des conflits et à du harcèlement de rue. Donc, d'avoir une bonne lisibilité de quels espaces sont dédiés à qui, euh, où est-ce que les piétons traversent, où est-ce que les automobilistes ont le devoir d'arrêter pour laisser passer les piétons, où est-ce que les cyclistes peuvent occuper la chaussée.
C'est essentiel justement pour éviter ce genre de conflit d'usage-là. Il faut noter aussi, donc, avec une signalisation claire, il faut noter que ça doit aller de pair aussi avec des espaces de circulation qui soient dédiés et sécuritaires pour chaque mode de déplacement, parce que, on le sait, des modes de déplacement qui ne bénéficient pas de ce genre d'infrastructures sécuritaires-là, beaucoup de gens vont avoir tendance à utiliser des lieux qui ne sont pas conçus pour eux. On pense traditionnellement là, aux cyclistes qui vont rouler sur le trottoir puisque il n'y a pas de piste cyclable sécuritaire dans la rue, ce qui peut amener des conflits d'usage là, entre les personnes piétonnes ou les personnes en fauteuil roulant et les cyclistes là, qui utilisent le trottoir. Euh, c'est un élément aussi qu'on a retrouvé là, sur les pistes multifonctions qui sont utilisées par des piétons, par des personnes en fauteuil roulant, par des cyclistes, où il peut y avoir des conflits d'usage et où notamment plusieurs personnes en roulant nous ont relaté le fait de ne pas se sentir en sécurité parce que plusieurs personnes leur niaient ou avaient, c'est ça, des propos qui niaient leur droit à occuper cet espace-là. Ce genre d'impression-là nous a été relaté par beaucoup de cyclistes aussi, qui, en occupant la rue, recevaient là, des insultes ou des klaxons parce que les automobilistes, parfois, avaient l'impression que la rue, que les cyclistes n'avaient pas le droit d'occuper la rue au même titre qu'eux. Donc, ça génère des situations de harcèlement de rue qui sont déplorables. Donc, d'avoir des lieux vraiment dédiés à chaque mode de transport et de la signalisation claire, à savoir qui a le droit d'utiliser ces voies-là, sont essentielles là, pour assurer le sentiment de sécurité de tout le monde, particulièrement des personnes justement qui utilisent les modes de transport durables et qui sont plus sujets à être victimes de ce genre de harcèlement de rue. Donc, afin d'éviter les conflits d'usage. On va se pencher un petit peu plus sur la notion d'échappatoire. Morgane, je vais te laisser. Oui, important, donc on en parlait tout à l'heure, assurer la présence d'échappatoires. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, il y a plusieurs aspects pour lesquels on peut assurer la présence d'échappatoires. Donc, d'abord, favoriser une perméabilité de la trame. Donc, s'assurer qu'une trame perméable, c'est la capacité de pouvoir facilement, on le disait tout à l'heure, changer de coin de rue, prendre tel sentier, ne pas avoir d'obstacles finalement, ne pas avoir de cul-de-sac, etc. Donc, ça, favoriser une perméabilité de la trame. Ça permet de pouvoir assurer la fluidité des déplacements finalement, donc qui est le deuxième point. On a aussi limiter les environnements qui créent des effets de tunnel. On en parlait tout à l'heure, le fait de se sentir coincé dans un tunnel, dans les escaliers, etc. C'est le type d'environnement qu'on va vouloir éviter. Puis il y a des façons de faire pour éviter. Tu sais, on peut créer des tunnels et éviter de faire un effet tunnel. On va vous présenter un exemple juste après pour vous expliquer un peu ce qu'on entend par là. Ah, l'exemple arrive, c'est merveilleux. Euh, un projet inspirant, le tunnel. Comment on fait un tunnel sans faire un effet tunnel? Ben, je vous le présente ici, c'est le tunnel LEV à Umeå en Suède. Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça. S'il y a des personnes qui, en tout cas, qui savent parler suédois, c'est pas mon cas. Mais pourquoi c'est un bon exemple de tunnel? Ben déjà, si on regarde le principe de covéance, eh ben, le tunnel, c'est un tunnel dédié à l'autrice Sarah Lidman. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place de l'art urbain. Tous les panneaux, on le voit pas très bien sur la photo, mais tous les panneaux latéraux, c'est des panneaux qui reprennent les textes de Sarah Lindman, écrits vraiment à la main, ben, l'imitation de son écriture à la main. Donc déjà, ça crée une espèce de sentiment de communauté, de covéance avec l'art urbain qui est présent, les mots d'une autrice locale. Ils sont même allés encore plus loin parce que on peut appuyer sur des boutons au niveau des panneaux et c'est Sarah Lindman, on entend la voix de Sarah Lindman qui récite ses propres mots. Donc en termes de covéance, je pense qu'on peut pas faire mieux parce que là, on a vraiment la mise en valeur de l'art qui permet de sentir qu'on veille sur nous. Donc, c'est une petite touche qui est très appréciée. Pour la suite, la covisibilité. Ben, on voit tout de suite que c'est un tunnel beaucoup mieux éclairé. On a des puits de lumière en haut pour faire rentrer la lumière naturelle le jour, mais il y a aussi un éclairage ludique de nuit. Ben là, on n'a pas la photo de nuit, mais c'est vraiment un éclairage agréable avec des jeux de lumière, des dispositifs assez ludiques.
Puis pour améliorer la covisibilité, il y a aussi le fait que les entrées des tunnels, on le voit pas bien encore sur la photo, je m'excuse, mais c'est des entrées très larges et très arrondies. Donc ça évite l'effet recoin. On voit tout de suite une fois qu'on entre dans le tunnel, on voit où il finit et on a un regard qui peut vraiment balayer sur plusieurs mètres, donc avec les entrées larges et arrondies. Puis aussi en termes de covisibilité, ben, ce tunnel qui est devenu une petite particularité locale, les gens l'empruntent parce que c'est agréable. Donc ça, il y a plus d'achalandage, donc ça fait plus de yeux sur la rue. Ce dont on parlait tout à l'heure, l'idée que ben, une forme de contrôle social, finalement, une communauté qui investit le lieu, qui est présente, puis ça va venir renforcer le sentiment de sécurité des personnes. Puis comment on évite un effet tunnel? Ben, ils ont, je pense, je sais pas si vous voyez à droite, avant la sortie finale sur la photo, ben, il y a une sortie additionnelle au milieu du tunnel. Donc là, on a vraiment une présence d'échappatoire qui est là directement, donc qui permet de contrer cet effet tunnel du tunnel. Donc voilà pour le tunnel en Suède. Oui, oui. Comment aménager pour favoriser des environnements sécurisants? Ben, il y a aussi un outil qu'on peut utiliser qui est ben, d'intégrer l'ADS+ à vos projets. Donc, ADS+, on parle d'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. C'est à la fois une approche, un processus d'analyse, un réflexe à développer qui vise à tenir compte des réalités et des besoins particuliers de toutes les personnes quand on met en place des projets. Puis, adapter à la planification urbaine, ça permet vraiment de venir prendre en compte une diversité de besoins. Puis, on se rend compte que justement, ce sentiment d'insécurité, ben, c'est quelque chose que en appliquant la DS+, on va vraiment pouvoir venir comprendre davantage comment est vécu le sentiment de sécurité chez une diversité de personnes, le prendre en compte dans la réalisation de projets et faire en sorte que ce soit des projets qui correspondent davantage aux besoins spécifiques des personnes, puis éviter justement la statistique qu'on voyait avant de personnes qui ne sortent pas à cause du sentiment d'insécurité, qui est un impact grave au droit à la mobilité. On donne d'ailleurs une formation en ADS+, adaptée au domaine de l'aménagement du territoire et de la mobilité. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous en dire davantage. On va terminer en nommant quelques actions qu'on peut mettre pour augmenter notre sentiment de sécurité. Vraiment toujours dans l'optique aussi que la sécurité et notre sentiment de sécurité ne devrait pas retomber sur nos épaules, mais devrait être euh, vraiment collectivement pris en charge. On a quand même souhaité offrir des petits trucs parce que c'était une demande de plusieurs personnes là, de repartir avec quelques astuces. Euh, je vais te laisser Morgane. Oui, quelques petits trucs pour se sentir en sécurité. Quelque chose qui est possible à Québec et les gens ne le savent pas toujours, le RTC permet à tout le monde de descendre entre deux arrêts d'autobus à la nuit tombée. Ça permet de se rapprocher un petit peu plus de sa destination et d'avoir moins à marcher à la nuit tombée. Donc, vous pouvez faire la demande directement au chauffeur pour descendre entre deux arrêts. Il y a aussi plusieurs organismes qui offrent des cours d'autodéfense féministe gratuits, comme le Centre des femmes de la Basse-Ville. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de cet organisme. C'est vraiment super. Je vous le recommande vivement. Un exercice pratique qui peut paraître un peu niaiseux, mais crier non très fort. On l'a fait durant quelques événements, justement, dans le cadre de cours d'autodéfense gratuits. Puis, ça permet vraiment de s'empuissancer. C'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion de faire, surtout dans l'espace public. Donc, je vous le recommande, ça fait du bien. Des objets sécurisants qu'on peut se procurer à faible coût, comme des sifflets, on en a distribué dans le cadre du projet Rue Saint-Peur ou des alarmes personnelles. Ça peut être des petits objets qui vont venir augmenter le sentiment de sécurité quand on se déplace. Le fait de faire connaissance avec ses voisins et participer aux activités communautaires de son quartier pour vraiment stimuler les mécanismes de coveillance qu'on voyait, lancer une ruelle verte avec vos voisins, faites des projets ensemble, ça peut venir favoriser le sentiment de sécurité. Prendre sa place dans l'espace public. On le sait, on n'a pas toujours des espaces dédiés pour notre mode de transport, mais se sentir légitime toujours dans l'espace public, prendre sa place et l'assumer. Générer des pensées positives. Puis enfin, veiller sur les autres. Ça, c'est quelque chose qui peut être toujours agréable de savoir que d'autres personnes veillent sur nous, puis que nous, en retour, on veille sur les autres. Donc, voilà pour les petits trucs pour se sentir en sécurité. Ouais.
Quelques petits trucs rapidement aussi là, pour rendre nos quartiers plus sécurisants. Puis là, on sait qu'on a déjà parlé vraiment de tout plein de stratégies un petit peu plus structurelles. C'est peut-être des stratégies que nous-mêmes, on peut mettre en place, là. Avec le 3-1-1, il y a plusieurs améliorations là, ponctuelles sur le territoire qui peuvent être faites et qui peuvent être très efficaces, là. On vous encourage à vous approprier cet outil-là, d'en parler à vos élus. Ce genre d'enjeu-là est partagé par énormément de gens. C'est souvent des enjeux qui sont banalisés, c'est souvent des enjeux qui sont tabous et qui sont invisibilisés, mais ça peut faire la différence pour beaucoup de gens. Donc, on vous conseille de ne pas hésiter là, à aborder ces sujets-là. On vous encourage aussi à participer à notre carte interactive. Ah, et là, peut-être que quelqu'un peut mettre le lien dans le chat. On a lancé une carte interactive pour on encourage les gens là, à vraiment inscrire les lieux où soit elles ont déjà vécu une expérience de harcèlement de rue ou elles ne se sentent pas en sécurité. Donc, nous, ça nous permet de continuer à récolter de la donnée et à avoir aussi un levier de plaidoyer qui est interactif et très accessible. De se faire entendre lors des consultations publiques, encore, ce sont des enjeux importants qui concernent énormément de gens. Des petites améliorations peuvent avoir une grande différence, d'où l'importance là, de se faire entendre et de mettre l'enjeu dans l'espace public. On peut multiplier les lumières, les décorations à l'extérieur de notre propre domicile. C'est quelque chose qui peut avoir une grande différence sur les personnes qui transitent dans notre quartier. Puis, mobiliser encore la communauté là, pour vraiment venir transformer le territoire soi-même, créer des ruelles vertes, intégrer des œuvres d'art, des jardins communautaires. Vraiment, des fois, là, c'est des petites interventions qui peuvent avoir un grand impact là, dans le quartier. Ok. Merci pour votre attention. On a dépassé un tout petit peu. J'espère que vous avez apprécié malgré le retard.